Bien, bonjour à tous. D'abord, plaisir d'être ici, de retrouver des camarades de travail, notamment sur la loi bioéthique. Vous parliez d'éthique, je vois René, avec qui nous avons travaillé pendant 2 ans sur ce sujet, la première loi bioéthique. Et je ne vais pas du tout vous parler de ça, je vais vous parler d'un chirurgien. Et on va commencer par, puisque mythe et réalité, par le mythe. Alors je crois que le mythe, vous n'avez pas idée à quel point vous êtes en dessous de la vérité sur ce qu'ont été les grands patrons de chirurgie et le mythe que ça représentait. Les grands patrons de chirurgie, tout était à eux. C'est-à-dire qu'il y avait mon bloc, ma penseuse, c'était plus une penseuse, ma penseuse, mon bloc, mes élèves, mon instrument. Il y avait quand même des grands patrons qui avaient leurs instruments gravés à leur nom quand même. Vous voyez, c'est pas petite chose. Et tout était tourné autour du grand patron qui était un espèce de sauveur, de roi, il faisait ce qu'il voulait. En général, dans l'hôpital, honnêtement, il y avait une différence entre le chirurgien et les médecins. C'était la période où les chirurgiens étaient les rois du monde. Et ce qui est grave, c'est qu'il avait toujours une cour. Et moi, je faisais partie de la cour. Donc, on était très admiratifs, on participait, on suivait. Et sans se rendre compte, sans évaluer les problèmes que ça posait, on va y arriver, mais on récupérait l'arrogance, finalement. On était extrêmement fiers d'être dans les grandes écoles. C'est vrai que pour les malades, il y avait une prise en charge qui était remarquable, en général remarquable dans ces grandes écoles, mais on ne se rendait pas compte que le malade, si on revient sur la confiance, le malade n'existait absolument pas, mais pas du tout, ce n'était pas le sujet. Il fallait soigner, mais il fallait le protéger. Par exemple, il fallait jamais mettre le mot de cancer, il ne fallait pas dire ça. Alors on dit, mais il faut qu'il sache. Non, gardez la douleur pour vous, pas pour lui. Donc le malade ne devait pas souffrir, il pouvait souffrir physiquement, mais pas moralement. Donc on ne s'occupait pas trop de la douleur des malades. Il fallait bien les opérer, les protéger, donc en fait les traiter, comme on l'a dit ce matin, les infantiliser complètement. Et ça a été un problème difficile, enfin pour certains, dont moi ça a été un problème très difficile, d'avoir comme ça à ne pas considérer les malades. Et lorsqu'on leur parlait de se faire remarquer, quand on citait des complications ou qu'on parlait des vrais traitements, c'était en général très mal vu. Moi, j'ai été plusieurs fois convoqué par mon grand patron pour me dire que c'était pas bien. Mais pour vous dire, la phrase qu'on faisait quand on opérait avec le patron, on faisait toujours à l'époque que des incisions. Et c'était systématique, le chirurgien, le patron arrivait, il agrandissait l'incision. Parce que grand chirurgien, grande incision. Donc vous faisiez une petite incision. Alors moi j'avais compris, donc je faisais toujours des incisions trop petites pour que quand il agrandisse, on arrive dans la bonne moyenne. Mais si vous faisiez une grande, il agrandissait, c'était lui le plus grand, donc la plus grande incision. Alors on a envie un peu d'en rire, mais le grand problème c'est que il y avait une chose qui était vraie, c'est qu'il n'était pas question de douter, on opérait, fallait opérer. Alors il y a un côté, à mon avis, positif, c'est qu'un chirurgien ne peut pas opérer en ayant peur, il ne peut pas opérer en doutant, parce que ça, c'est pas jouable vis-à-vis de lui-même, et c'est le problème de la confiance du chirurgien. Alors ça, pour avoir confiance en eux, nous avions confiance en nous, ça c'est clair, il n'y avait pas de sujet. Mais effectivement, l'excès de confiance est aussi délétère que la peur, ou que le retrait. Moi, j'apprends à mes élèves de ne pas opérer avec le frein à main, mais pas non plus d'accélérer. Ça ne sert à rien, il faut opérer à son rythme, et au rythme du malade, parfois, ou de la maladie du malade. Donc voilà, on était dans un monde un peu irréel et on avait la caricature de ce que l'on était. Les chirurgiens, on est quand même un métier un peu particulier. Il y a une question qui m'est posée, c'est comment vous acceptez d'ouvrir, de blesser un malade? Eh bien, nous sommes des transgresseurs. Je crois que les chirurgiens sont des transgresseurs quelque part. Quand je dis transgresseur, ça veut dire qu'on n'applique pas la loi. Vous n'avez pas le droit de blesser un voisin, vous n'avez pas le droit de faire ça, et encore moins de les tuer. Il n'y a qu'une personne qui avait le droit de tuer dans la société, c'est le bourreau. Il n'y en a plus. Il reste les agents secrets. Mais s'ils se font prendre, ils vont en prison. Nous, on n'est pas pris, on est pris, on ne va pas en prison, nous. Si on tue quelqu'un, mais qu'on n'a pas fait de faute, on ne va pas en prison. Donc c'est un métier très particulier. Vous pouvez tuer quelqu'un sans conséquences, entre guillemets. Pour vous, c'est sûr qu'il y a des conséquences. Pour la famille aussi, pour le malade, mais légalement, c'est très particulier d'accepter ça. Et quand on le comprend, bien sûr, c'est quand on commence à avoir des accidents et qu'il faut les assumer et qu'il faut les comprendre. Et qu'il y a malheureusement des chirurgiens, je l'ai dit, qui ont l'excès de confiance, et puis il y a ceux qui
fuient leurs responsabilités et tout ça est très mauvais. Donc il y a une espèce d'équilibre, on va y revenir peut-être tout à l'heure, sur l'état psychique des chirurgiens qui est parfois un peu, pour moi, un peu suspect. Enfin voilà, je dois le dire, j'ai quelques collègues, j'espère que je ne suis pas comme ça, mais peut-être que si. Enfin, voilà, pour le moment, c'est en tout cas une question, mais qui est vraie. Je voudrais arriver sur le problème de la confiance et quelque chose de très particulier qui est l'innovation. Comment on fait pour innover en chirurgie? Alors j'en reviens sur le mythe. À l'époque des grands patrons, c'était pas dur. Il y avait rien du tout. Il n'y avait aucune loi. Il n'y avait pas de PHRC. Il n'y avait pratiquement pas d'études randomisées. Il n'y avait pas d'assurance. Et on faisait une nouvelle opération. Voilà. Alors dans les bons cas, je me souviens de M. Garnier à la Pitié qui avait fait des cochons pour greffer le foie. Mais dans les autres, on faisait sur le malade, quoi. Ça paraissait logique. On faisait la première sur le malade. Vous imaginez que ça soit possible aujourd'hui, ça paraît totalement délirant, mais ça a aussi été, c'est vrai, une période de progrès chirurgicaux extraordinaire. La période, j'entends, il y a 30 ans, 40 ans à peu près, mais au détriment des malades. C'est clair, il ne faut pas se cacher les choses, il y a eu des progrès, tout le monde en bénéficie aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait accepter d'innover, et ce n'était pas très simple. Alors il reste de cette période, beaucoup de gens pensent qu'il reste de cette période ce que j'appelle la messe, c'est le début de l'intervention. En fait, ce n'est pas une messe. Si vous êtes allé en salle d'opération, les chirurgiens se préparent, ils se lavent les mains, ça dure, ils se lavent, ils égouttent, il y a toute une position, on voit bien dans les séries télévisées, et puis on arrive devant le malade, on installait des chants, c'était la messe. En fait, c'est purement une préparation morale, et c'est une façon de se sortir du quotidien et de se poser sur quelque chose de dangereux. Je crois que ça a réellement une place pour beaucoup de chirurgiens pour se concentrer, cette espèce de messe qui fait parfois sourire, mais moi qui ne me paraît pas forcément inutile. Alors, je reviens sur les progrès, c'est que ils ont été considérables, mais ce qui est très intéressant, du fait de ces grands patrons qui finalement faisaient des écoles et qui donc bloquaient honnêtement l'innovation. Je parle de l'innovation, pas les progrès doucement, mais quand on faisait une révolution, c'était pas supportable. Et donc on voit que dans le monde entier, vous parlez de l'Imperial College, mais il y a eu par exemple une des grandes révolutions de la chirurgie récente, c'est la façon de traiter les tumeurs du rectum, où on fait une technique, on appelle la TME, qui est très particulière. Il n'y a pas eu la moindre étude randomisée, rien. Et tout le monde l'a appliqué, ça paraissait tellement évident. Ça a été fait à Londres, mais pas par un universitaire, par un gars qui est devenu universitaire après, et il a été un peu rejeté par tout le monde en Angleterre. Et dans le monde entier, tout le monde a suivi ça. Puis depuis, c'est devenu le traitement. Et le deuxième exemple, qui est très français, c'est M. Palmer, qui est ancien, mais après M. Dubois, qui ont introduit, vous le disiez, la celluliochirurgie. C'était la chirurgie mini-invasive avec des petits trous. Les Américains ont appelé ça la seconde révolution française. C'est pas rien quand même. La seconde French Revolution. Et ils venaient par dizaines. À l'époque, c'était pas l'Institut Montsouris, c'est mon hôpital. À l'époque, c'était la cité universitaire. Et ils venaient par dizaines regarder ça. Et tous les universitaires français, à 3 près, dont j'étais, nous ont jeté cette technique. On refusait parce que grand chirurgien, grande incision. Et nous, on faisait des trous de serrure. Alors, ils appelaient ça la chirurgie par les trous de serrure. Ils appelaient ça comme ça. Ça aurait été pas grave. Mais dans les congrès, on présentait des séries de malades. Je me souviens de ma première série de 100 malades, hépatectomie, très facile, des suites. Évidemment, on n'avait pris que des cas faciles, hein, vous imaginez. Et au bout de 100 malades, on présente la série et on se fait traiter d'assassin. C'est quand même dans un congrès, c'est pas très simple. Moi, j'assume assez bien ça, parce que les malades n'étaient pas morts. Donc, et ça a été le progrès qu'on sait. Aujourd'hui, on n'imagine même pas la chirurgie sans mini-invasif. Ça sera l'avenir complet, plus ou moins complet dans les années qui viennent. Voilà, ça sera l'avenir. Mais on a quand même eu beaucoup de mal. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple qui montre comment l'université ou les grands patrons ont posé problème pour des choses. Je trouvais que, vous savez peut-être, chez l'enfant, quand il y a une rate qui est abîmée, on la garde. Et chez l'adulte, à l'époque, quand la rate se cassait, on l'enlevait. Donc, je ne voyais pas bien pourquoi. J'étais jeune chef de clinique. Hein. Et donc, quand j'ai vu une rate arriver cassée, j'ai essayé de la réparer. Ça a marché, puis ça a marché chez l'enfant. Et mon patron m'a dit, vous retournez au bloc et vous enlevez la rate le lendemain. Donc, on a joué avec un réanimateur qui a dit qu'on ne pouvait plus l'endormir, qu'il fallait attendre 3 jours. 3 jours après, il a signé sa pancarte. Le malade est parti avec sa rate. Et mon patron
J'ai donc recommencé un deuxième malade. Mon patron m'a dit, c'est un grand patron que j'adore, hein, il m'a dit, si vous recommencez, vous êtes viré de mon service. Évidemment, j'ai recommencé, parce que les 2 premiers s'étaient bien passés, j'en ai fait 3. Et là, les internes changent, on change, moi j'étais chef de clinique, et on présente une 4e cas, et un interne dit, mais vous conservez les rats chez l'adulte? Et mon patron se retourne et il dit, nous faisons une étude dans le service. Alors, j'ai adoré, j'ai dit, je reste chez ce patron, je suis resté, j'ai fait ma début de carrière et j'ai été professeur chez lui, mais on a présenté avec lui à l'Académie de chirurgie. J'espère qu'il n'y a pas de membres de l'Académie de chirurgie, si, il y en a en plus. Mais on a présenté ça, et il n'y en a pas tué de malade, on avait, voilà, et c'est devenu le traitement de base, hein. Et j'ai présenté ça, et les grands patrons se sont levés, mais vraiment, ça a été terrible, pour dire, je veux qu'on vote pour que cette présentation ne soit pas dans les mémoires de l'Académie. Ils ont voté, elle n'est pas dans les mémoires de l'Académie, et j'ai dit, j'étais chef de clinique, hein, vous imaginez, et j'ai dit, je voudrais que vous m'expliquiez, messieurs, qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Vous avez 15 ans. Quand vous n'avez pas 14 ans et demi, vous êtes pédiatrique, on vous la garde, et dans la nuit, elle ne cicatrise plus. Et donc, ils m'ont dit, vous sortez, vous ne serez jamais professeur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était un truc. Alors aujourd'hui, beaucoup de chirurgiens se plaignent d'avoir perdu du pouvoir, d'être des PH, d'être je ne sais quoi. Je trouve que c'est complètement absurde. On a une place qui est très très satisfaisante, qui est extrêmement efficace dans la médecine moderne. Et il n'y a qu'une chose qui est difficile pour les chirurgiens, c'est qu'ils ne savent plus ce qu'ils sont. Vous savez qu'il n'y avait pas de diplôme. On est docteur en médecine, on n'est pas docteur en chirurgie. Et la chirurgie n'était pas un diplôme avant les 2 SC. C'était une reconnaissance d'études. Mais il n'y avait pas de diplôme de chirurgien. Quand on voulait opérer, ce qui était mon cas aux États-Unis ou au Japon, on me disait, envoyez-nous votre diplôme. Et j'envoyais un diplôme de docteur en médecine. Ils me disaient, c'est pas possible, vous ne pouvez pas opérer, vous êtes médecin, vous. Bon, bref. Les chirurgiens ont eu du mal à devenir. Et surtout qu'aujourd'hui, alors je vois M. Steg, je suis très à l'aise, c'est qu'aujourd'hui, leur métier, c'était on ouvre la peau, ou on traite quelque chose, on enlève. Or, aujourd'hui, avec l'interventionnel, les radiologues, les endoscopistes, les cardiologues, beaucoup, avec même les valves qui changent. Qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien? Et alors, vous répondez, c'est facile, le chirurgien, c'est l'œuvre de la main, hein, en grec, voilà. Or, on ne travaille plus avec nos mains, on ne regarde plus nos mains, on regarde un écran. On a des outils, les petits outils très prolongés qui rentrent dans le malade, on ne met plus les mains dans le malade, et arrivent les robots. Alors c'est encore pire. Donc les chirurgiens, non seulement c'est plus leurs mains, il y a des médecins qui osent toucher leur domaine, et avec drôlement d'efficacité, et beaucoup mieux pour les malades quand on peut le faire. Donc il y a une espèce de malaise quand on ne sait pas se placer face à ça. Et les malades, eux, quand vous leur dites il faut vous opérer, ils vous font confiance, et alors c'est toujours un mystère pour moi. Comment font-ils, quoi? Comment font-ils? Alors, je suis malade aussi, hein, donc... et en fait, le dernier... Maintenant, je leur demande, parce que j'avais le colloque, donc depuis 2 mois, je demande à tous les malades, et pourquoi vous me faites confiance? Et ils me répondent, parce que vous êtes grand. Alors ça... Et alors, le drame, oui, vous êtes grand, c'est bien. Et le drame, c'est que j'avais un malade que je ne pouvais pas opérer, je voulais le confier à Christine Denay, qui est une chirurgienne exceptionnelle, mais qui n'est pas très grande, hein, c'est une femme pas très grande. Et alors là, j'ai eu un blanc, et je lui ai dit, oui, mais c'est très embêtant, parce que moi, si je mets ma main dans votre ventre, il faut un gros trou, même avec la cellule, il faut sortir, il va faire un gros trou. J'ai une collaboratrice qui a des toutes petites mains. Ah, c'est bien, il dit ça aussi. Alors voilà. Donc, grand, il avait confiance, petit, il avait confiance. Voilà. Et juste pour la dernière, c'est que le dernier à qui je demandais aux orthopédistes, il m'a répondu, je leur demande si ma tête leur revient. Bon voilà, vous voyez que la confiance, c'est compliqué si vous voulez juste la mettre comme ça. Je crois que le principal, c'est de parler. Moi, je parle aux malades, je dis tout, je ne cache rien, ça n'a pas de sens. Et simplement, il ne faut pas fermer des portes. Quand on peut ne pas les fermer, il ne faut pas les fermer. Alors, on a tous nos trucs. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de tumeurs, je fais beaucoup de maladies graves, et les gens, maintenant, ils sont formés. Ils arrivent avec, comme vous l'avez dit, la séance précédente, ils savent un peu tout, ils ont tout lu. Alors, ils disent, il y a 20% de morts, il y a 20% de guérison, ou 5% de guérison. Et moi, j'en dis toujours, vous savez, ces problèmes, c'est pas savoir s'il y a 5% de gens qui vont mourir. Moi, je les vois, les 100 malades. Mais vous êtes unique. Vous allez mourir à 100% ou guérir à 100%. Donc, tant que la porte est ouverte, prenez-la. Ça, les gens, ils entendent très, très bien ça. Et en général, comme ça, ils peuvent partir et accepter les traitements qu'on va éventuellement leur proposer. Donc, vous voyez, et avant juste peut-être de finir, je voulais vous dire que on est un problème que
que les chirurgiens ont, surtout avec le cancer, c'est justement, on dit comment tu peux être optimiste avec les malades que tu vois, qui sont quand même très lourds. Et c'est le fameux problème du chirurgien et de Dieu. Je pense que vous attendez tous que je vous parle de Dieu, puisque chirurgien. Et en fait, c'est effectivement quelque chose qui, moi, me fait aller de l'avant. Oui, ça, il ne va pas vouloir. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Allez, hop. Il ne veut pas. Donc, il veut absolument que je m'arrête. Donc, en fait, quand les gens... Je dis ça, c'est que quand les gens, on les opère d'un cancer et qu'ils guérissent, qui les a guéris? C'est nous. Quand ils meurent, qui leur a donné le cancer? C'est Dieu. Donc la différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu leur donne le cancer, nous on peut les guérir éventuellement. Voilà. Ça c'est un vrai rapport des chirurgiens avec Dieu, ce qui est quand même assez grave, vous voyez. Donc, alors quand je raconte ça, en général, ma femme dit arrête de faire le kéké. Donc je vais m'arrêter assez vite, juste pour vous dire que la chose qui... Pourquoi je suis devenu chirurgien? C'est assez bizarre, on se dit, il y a sûrement des chirurgiens qui font ça parce que petit, je vous parlais de Madame Denay, petit, elle opérait son nounours, c'était une petite fille, hein, elle opérait son nounours, elle l'ouvrait, elle le découpait, voilà. Moi, pas du tout. Moi, je voulais être ingénieur, je voulais faire un peu comme M. Garancia, je voulais faire, bref, des grandes études d'ingénieur. Et pour l'été, mon père voulait qu'on travaille. Il disait, c'est nul, c'est 3 mois de vacances, il faut bosser. Donc on bossait à la clinique. Et un jour, il m'a dit, il faut que tu fasses médecine. Je dis, pardon? Moi, j'étais ingénieur. Il faut que tu fasses médecine parce qu'il était chirurgien. Quand je parle aux malades et que je leur raconte des trucs, ils te regardent toi, j'avais 18 ans, ils te regardent toi, donc tu leur fais confiance, donc fais médecine. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait.